Parmi toutes les planètes du système solaire, notre Terre est unique, car c'est la seule à avoir développé la vie. Mais que se passerait-il si nous avions une concurrente? Et si une deuxième Terre apparaissait de nulle part? Il y aurait alors deux scénarios différents. Le premier est la destruction des deux planètes. Le second a une fin inattendue, mais plutôt logique. Mais commençons par le scénario catastrophe. Une deuxième Terre, avec les mêmes conditions, ne pourrait exister que si elle recevait exactement la même quantité de lumière solaire que notre planète. L'orbite que suit notre Terre est idéale pour recevoir la quantité nécessaire de chaleur solaire. Si nous étions un peu plus loin, la surface entière de notre planète ressemblerait à l'Antarctique. Et si la Terre était un peu plus proche du Soleil, nous vivrions tous dans un immense désert, peuplé de très rares êtres vivants. Donc, pour que la deuxième Terre soit identique à la nôtre, il faudrait qu'elle suive l'orbite de notre planète. Deux objets massifs peuvent exister à proximité l'un de l'autre. L'union de la Terre et de la Lune en est un excellent exemple. Mais si le deuxième objet était aussi lourd et massif que notre planète, il n'y aurait pas assez d'espace pour les deux. La gravité de deux Terres serait un énorme problème. Les deux mondes entreraient en collision car ils seraient tirés l'un vers l'autre. Ce processus durerait des centaines de millions d'années. À la fin, les deux planètes se transformeraient en un seul monde géant. Et leur reste volerait autour de la planète nouvellement formée, ressemblant aux anneaux de Saturne. Ou bien l'une des planètes pousserait l'autre hors de son orbite. Dans ce cas, l'une des terres se précipiterait vers le Soleil et se consumerait comme une allumette. Il est également important de se rappeler que la Terre se déplace à une vitesse de 105 000 km/h en permanence. C'est plus de 80 fois plus rapide que la vitesse du son. Et maintenant, imagine deux énormes planètes qui se dirigent l'une vers l'autre à une telle vitesse. Même un organisme microscopique vivant dans la bouche d'un volcan n'aurait aucune chance de survivre à la collision des deux terres. Même la Lune serait déchirée en morceaux par le souffle de l'explosion. Maintenant, imaginons que la jumelle de la Terre suive une autre orbite, quelque part entre Mars et la Terre. Même dans cette situation, la vie des humains changerait à jamais. À propos, la théorie selon laquelle la Terre pourrait avoir une jumelle est apparue il y a longtemps. Les scientifiques d'autrefois pensaient que la deuxième planète pouvait se cacher du côté opposé du Soleil. Grâce aux technologies modernes en astronomie, nous savons que cette théorie n'est pas fondée. Sinon, nos télescopes et autres équipements auraient déjà capté des signaux de cette planète. Les scientifiques étudient des objets spatiaux à des milliers d'années-lumière de nous. Ils auraient donc certainement remarqué un autre monde dans notre proche voisinage. Quoi qu'il en soit, imaginons que la deuxième Terre existe bel et bien et que nous l'ayons découvert récemment. L'ensemble du domaine de l'astronomie et de l'astrophysique recevra immédiatement des centaines de milliards de dollars de financement. L'étude de la jumelle de la Terre deviendra un objectif prioritaire. Les experts avanceront des centaines d'hypothèses sur l'apparence de la deuxième Terre et sur ce qui s'y passe. La planète se trouve presque à la même distance du Soleil que nous. Cela signifie que le climat doit y être le même. Bientôt, les scientifiques découvrent que le sosie de la Terre a de l'eau liquide et des continents. Mais ils ne sont pas comme les nôtres. Leur forme et leur emplacement sont différents. Il est très probable que la vie y existe aussi. Mais quelle est son origine ? Il existe une hypothèse selon laquelle la vie sur notre planète est apparue grâce à des acides aminés apportés par une météorite. Il est très improbable que la même chose soit arrivée à un autre monde. La vie y est très probablement apparue de façon totalement différente. Peut-être que les poissons ne sont pas sortis de l'eau sur cette planète et que les premières créatures intelligentes sont apparues dans l'océan. Il pourrait s'agir d'amphibiens avec des écailles et des nageoires ou de monstres ressemblant à des pieuvres avec d'énormes tentacules. Les poissons de la deuxième Terre ont pu sortir de l'eau et développer des membres. Mais s'ils n'aimaient pas marcher sur le sol, alors ce monde pourrait être habité par des hommes-oiseaux intelligents. Ou bien la vie pourrait avoir pris naissance dans les profondeurs du sol. L'évolution aurait alors créé des taupes humanoïdes ou des vers très développés. Pour en avoir le cœur net, les scientifiques y envoient un rover. Une mission similaire a été un succès sur Mars. Alors il ne devrait pas y avoir de problème avec celle-ci. Les terriens attendent. Que va trouver le rover de l'autre côté? Il faudra plusieurs années pour qu'il arrive là-bas. Étrangement, 2 jours après le lancement, il revient. Mais ce n'est pas notre sonde spatiale. Pendant tout ce temps, les habitants de la seconde Terre ont aussi observé notre planète. À un moment donné, ils ont aussi envoyé une sonde. Elle est faite des mêmes matériaux que les nôtres. Elle est équipée d'une caméra et d'un appareil d'enregistrement.
Mais les terriens sont inquiets car le rover ressemble à une araignée mécanique. Se peut-il que des tarentules géantes vivent dans ce monde? Les scientifiques comprennent que nous devons communiquer. Nous envoyons à nos visiteurs un signal radio contenant des informations sur notre civilisation. Ils captent ce message et envoient le leur. Il contient des inscriptions étranges qui ressemblent à du charabia. Les linguistes du monde entier essaient de les déchiffrer. Pendant ce temps, les astronomes envoient aux visiteurs un enregistrement de la parole humaine. Quelques jours plus tard, nos satellites captent un message de nos voisins de l'espace avec leur voix. Les scientifiques sont sur le point de diffuser l'enregistrement. Le monde entier retient son souffle. Et c'est un grognement. Un grognement terrible et absolument incompréhensible. Il comporte des pauses et un rythme inhabituel, mais il ne ressemble en rien à une parole humaine. La planète entière panique. Tout le monde se prépare à une invasion. Le plus important maintenant est de construire des boucliers pour protéger la planète. Personne ne peut décrypter les messages. Il est possible que nos voisins ne nous comprennent pas non plus. Les gens font une dernière tentative pour établir une forme de contact. Nous envoyons une vidéo pour expliquer à nos hôtes, à l'aide de gestes et de signes, que nous ne voulons que la paix et la collaboration. La réponse ne se fait pas attendre. Notre satellite reçoit leur fichier vidéo. Les scientifiques visionnent l'enregistrement et il est choquant. On y voit des dinosaures dans des combinaisons robotisées. La vie sur la deuxième Terre s'est développée de la même manière que sur notre planète. Mais la fameuse météorite colossale n'y est pas tombée. Au cours de millions d'années d'évolution, les dinosaures sont devenus conscients. Dans la vidéo, ils grognent et pointent avec leurs griffes l'image de notre Terre. Puis ils se mettent à grogner encore plus fort. Et, est-ce un rire? L'enregistrement se termine. Les terriens considèrent que c'est l'annonce de l'invasion. Plusieurs années se sont écoulées. Pendant ce temps, les scientifiques ont échangé plusieurs fois des messages avec les dinosaures. Et il semble que nous commencions à les comprendre. Il s'avère que les reptiles veulent aussi la paix. Ils disent que leur planète était autrefois habitée par des humanoïdes semblables aux humains, mais qu'une inondation massive les a anéantis. Les dinosaures ont réussi à survivre et à évoluer vers des êtres intelligents. Il faudra de nombreuses années avant que l'on ne pose le pied sur leur planète. Et lorsque cela arrivera, l'humanité se sentira soulagée en réalisant qu'elle n'est pas seule. Mais que se passerait-il s'il n'y avait pas de vie intelligente sur la deuxième Terre? Ce serait une bonne nouvelle aussi. Nous saurions que nous avons un autre foyer à disposition. Peut-être commencerions-nous tout de suite à explorer la jumelle de la Terre ou à exploiter ses ressources pour réapprovisionner les nôtres. Dans tous les cas, nos vies ne changeraient pas immédiatement, car cette Terre serait trop éloignée de notre planète. Des dizaines de générations s'écouleraient avant que les gens ne commencent à s'installer sur la seconde Terre. Notre planète natale serait de plus en plus pauvre en ressources, alors tout le monde voudrait déménager vers le nouveau monde. Au début, seuls les plus riches seraient en mesure de le faire, mais avec le temps, les voyages dans l'espace deviendraient plus abordables. Les gens investiraient probablement beaucoup d'argent pour construire un véritable paradis sur la seconde Terre. Si cela arrivait, nous visiterions ce monde pendant nos vacances, pour respirer de l'air frais et profiter de la nature. Dans tous les cas, la population humaine augmenterait. Cela signifie que tôt ou tard, la deuxième Terre deviendrait aussi peuplée que la première. Et les gens commenceraient alors à chercher une nouvelle maison parmi les étoiles. À propos, si une forme de vie existait sur une planète similaire à la nôtre, elle ressemblerait probablement à des pieuvres. Il existe même une théorie selon laquelle les pieuvres sont arrivées sur Terre depuis un autre monde. Tout animal a plusieurs stades évolutifs de développement. Par exemple, les éléphants et les mammouths descendent d'un ancêtre commun, vieux d'il y a 5 à 6 millions d'années. En regardant encore plus loin, presque tous les mammifères ont évolué à partir d'un ancêtre qu'ils partageaient avec les reptiles. Chaque espèce a évolué pendant des millions d'années. Mais pas les pieuvres. Elles sont soudainement apparues sur l'arbre généalogique. Du point de vue de l'évolution, les calmars devraient évoluer en pieuvres d'ici plusieurs millions d'années. Mais elles sont déjà là. De plus, les pieuvres sont incroyablement intelligentes. Leur code génétique est bien plus diversifié que celui des humains. Ce sont peut-être des visiteurs d'une autre planète semblable à la nôtre. Mais bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Imagine une planète où chaque inspiration emplit ton corps d'énergie, comme un espresso. Le ciel au-dessus de toi est d'un bleu intense, tandis que des arbres gargantuesques s'étendent loin dans l'atmosphère, leurs feuilles d'un vert éclatant poussant à une vitesse stupéfiante. Ton footing quotidien devient un plaisir sans pareil.
Grâce à l'abondance d'oxygène, tu deviens une version boostée de toi-même. La course à pied se fait sans effort, tandis que tu t'élances à travers le paysage et que tu soulèves des poids qui te paraîtraient normalement inamovibles. C'est comme si le monde lui-même était imprégné d'énergie. Tout va plus vite. La faune qui t'entoure est également affectée par cette surcharge d'oxygène. Les animaux gambadent sur Terre avec grâce, leur ossature massive propulsée par une agilité sans pareille. Imagine-toi dans une course-poursuite haletante avec un guépard dopé à l'oxygène, faisant face à un prédateur qui pourrait mettre la misère à une Ferrari. Tu te demandes peut-être comment un tel scénario peut être possible. Voyons voir. L'oxygène est le puissant carburant qui permet à la vie terrestre d'exister en tant que telle. Il constitue environ 21% de l'air que nous respirons et chaque inspiration que nous prenons transmet ces petites molécules à nos cellules, leur fournissant l'énergie dont elles ont besoin pour se développer. Sans oxygène, celles-ci seraient asphyxiées et nos corps s'effondreraient. Mais ce n'est pas tout. L'oxygène est une panacée qui fonctionne pour toutes sortes d'êtres vivants, des minuscules bactéries aux gigantesques éléphants. Il est même crucial sous l'eau, où il enrichit les océans. Des créatures étonnantes comme le plancton et les algues produisent beaucoup d'oxygène, créant ainsi un monde sous-marin prospère. Mais pour bien comprendre l'impact des niveaux élevés d'oxygène sur la planète, prépare-toi à un petit voyage dans le temps. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante. Ils ont testé des roches provenant de 2 endroits différents, très éloignés l'un de l'autre. Et devine quoi? Ces roches contenaient de minuscules poches de gaz, qui montraient comment les niveaux d'oxygène avaient augmenté de près d'un tiers, en très peu de temps, comme une bouffée d'air frais à l'échelle planétaire. Les chercheurs ont donc étudié ces roches et découvert que les niveaux d'oxygène étaient beaucoup plus élevés à l'époque. Imagine des paysages luxuriants, des forêts impénétrables et d'immenses marécages qui s'étendaient à perte de vue. Au cours de la période du Carbonifère, l'oxygène imprégnait l'atmosphère avec une concentration impressionnante de 20%, tout comme aujourd'hui. Mais au cours des 50 millions d'années qui ont suivi, sa teneur est montée en flèche pour atteindre les 35%. Peux-tu imaginer ce qui s'est passé? L'augmentation du taux d'oxygène a provoqué un phénomène incroyable. D'immenses forêts ont poussé sur toute la Terre, créant un monde verdoyant à couper le souffle. De vastes marécages se sont répandus dans les zones de basse altitude, donnant au paysage un aspect surréaliste. Dans le même temps, les niveaux de gaz carbonique ont chuté. Normalement, lorsque les choses se décomposent, les microbes libèrent du dioxyde de carbone dans l'air. Ce gaz agit comme une couverture chauffante, emprisonnant la chaleur du soleil et augmentant les températures. Mais dans ces marécages insondables où les plantes géantes bouchent en terre submergée, les microbes n'ont pas pu faire leur travail. Résultat, la planète est devenue très froide. Qui aurait cru qu'une bouffée d'air frais pouvait agir de façon si littérale? Les scientifiques tentent toujours de comprendre pourquoi cela s'est produit. Mais une chose est sûre, le phénomène n'est pas apparu qu'à un seul endroit. Il s'agissait d'une tendance mondiale. C'est comme si la planète s'était amusée avec les boutons du thermostat. Mais remontons encore plus loin. Nous voyons les premiers dinosaures d'Amérique faire leur entrée. Les niveaux élevés d'oxygène ont donné un coup de fouet à l'essor de ces puissants sauriens à travers le globe. Imagine des tropiques peuplés de créatures immenses et majestueuses. Les dinosaures ne sont évidemment pas apparus de nulle part. Ils ont bénéficié d'un environnement changeant qui était parfait pour leur évolution. Les niveaux d'oxygène ont joué un rôle important dans cette parade des dinosaures, et l'accroissement de sa concentration a entraîné une augmentation de leur taille. À commencer par des prédateurs comme le Shindesaurus et, peu après, d'énormes dinosaures comme les sauropodes qui ont pris possession de la Terre. Puis, il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu et ce sont les mammifères qui ont pris le relais. Et voici la partie la plus intéressante. Les mammifères n'ont jamais atteint la taille des dinosaures. Comment expliquer cela? Les mammifères, parmi lesquels les humains, soit dit en passant, ont la particularité de pouvoir réguler leur température corporelle. Mais cela a un coût. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour rester au chaud, contrairement aux reptiles et aux dinosaures. Les sauriens ne se préoccupèrent pas de réguler leur température et pouvaient donc concentrer leurs ressources vers leur croissance. Les plus grands dinosaures étaient environ 10 fois plus grands que les plus grands mammifères. C'est un peu comme un enfant prétentieux. Tout ce que tu peux faire, je peux le faire en 10 fois plus grand. Les dinosaures avaient peut-être des limites similaires quant à leur taille maximale, mais elles étaient beaucoup moins strictes. Avant l'extinction des dinosaures, les mammifères étaient très petits,
et de nombreuses espèces ont d'ailleurs disparu en même temps que les dinos. Mais les survivants ont profité de cet écosystème laissé vacant et se sont rapidement diversifiés pour atteindre des tailles différentes. Toutefois, après 42 millions d'années de croissance, la taille des mammifères a atteint un plafond. Ce phénomène est observé sur tous les continents, très probablement en raison de la superficie des terres et de leur température. Les environnements plus froids ont permis aux mammifères de grossir, mais l'équilibre entre la taille du corps et la chaleur est devenu difficile à trouver. L'étendue des terres habitables a également joué un rôle dans le maintien de populations importantes. Mais l'accroissement de la taille des animaux n'est pas la seule chose que l'oxygène puisse accomplir. Ce gaz est un véritable touche-à-tout. Il agit également comme un fidèle garde du corps, nous protégeant des rayons UV nocifs et d'autres dangers en provenance de l'espace. Sans oxygène, nous serions sans défense face à de telles menaces. L'oxygène joue également un rôle prépondérant dans la formation des intempéries. Il s'associe à d'autres gaz dans l'atmosphère pour donner au ciel des allures de tornades, d'ouragans et d'orages électriques. Il se mélange dans l'air, créant les conditions idéales pour que ces phénomènes météorologiques d'ampleur se produisent. Ceux-ci peuvent s'avérer dangereux, mais ils remplissent une fonction importante. Ils contribuent à la distribution des nutriments et de la matière organique, en déplaçant la terre, les feuilles et autres débris vers de nouveaux endroits. Et si nous décidions de jouer avec les forces de la nature et d'augmenter les niveaux d'oxygène jusqu'à des niveaux insensés, 30, 40, voire même 50%, on sait tous qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. On parle de toxicité de l'oxygène lorsqu'une trop grande quantité de ce gaz se met à entraîner des problèmes de santé. C'est comme manger beaucoup de bonbons. C'est amusant au début, mais tu le regretteras bien assez vite. Étonnamment, une surdose d'oxygène peut te faire lutter pour respirer, comme un danseur épuisé qui aurait désespérément besoin d'une pause. Au début, tu peux ressentir un regain d'énergie, mais cela ne durera pas. Des vertiges se font sentir, comme si tu avais tournoyé sur la piste de danse pendant des heures sans t'arrêter. Dans les CA extrêmes, un excès d'oxygène peut même nuire à ton corps, te donnant l'impression d'avoir été percuté par un camion. Ainsi, bien que l'oxygène soit toujours à nos côtés et nous donne la vie, il est important d'apprécier son équilibre délicat. Ne te précipite donc pas sur le premier équipement respiratoire. De plus, nous ne serions pas les seules créatures à pâtir de cette orgie d'oxygène. Les mammifères, dans leur ensemble, auront du mal à s'adapter à ces niveaux extrêmes. L'équilibre des forces entre les espèces changera radicalement, et les gagnants lutteront pour leur survie dans un monde qui échappera à tout contrôle. Nous aurons besoin d'abris plus robustes pour faire face à ces animaux disproportionnés. Il nous faudra rester agiles pour éviter les dangers. Et au milieu de tout ce chaos, on observera des efforts d'adaptation étonnants. Les oiseaux voleront plus haut que jamais, surplombant jusqu'aux nuages. Prépare-toi également à des catastrophes naturelles plus nombreuses et à des écosystèmes à l'équilibre toujours plus précaires. Les incendies se déclencheront très rapidement et feront rage pendant des semaines, faisant des feux de forêt une menace constante. Même la plus petite étincelle provenant d'un feu de camp pourra provoquer un véritable désastre. Nous devrons repenser nos méthodes de cuisson et de chauffage, afin de rester en sécurité dans ce monde suroxygéné. Mais n'oublions pas un autre aspect de l'oxygène. Si la teneur de notre planète était un peu plus faible, mettons environ 15%, nous serions confrontés à une lutte tout à fait différente. Chaque respiration serait difficile, ce qui nous épuiserait et nous laisserait constamment à bout de souffle. L'activité physique deviendrait extrêmement âpre et notre mémoire et notre concentration en pâtiraient. Soyons donc reconnaissants pour les niveaux d'oxygène dont nous disposons aujourd'hui. Ils représentent l'équilibre parfait pour nous permettre de nous épanouir. Au cours de notre aventure millénaire au sein d'un monde riche en oxygène, nous avons pu admirer des merveilles à couper le souffle et constater l'équilibre délicat de notre planète. Chérissons la magie de chaque respiration. Respectons le rapport qu'entretiennent l'oxygène et la vie. Et profitons de chaque instant de l'incroyable périple qu'est notre existence sur Terre. Un jour, vous marchez dans la rue, muni d'un masque relié à une bouteille d'oxygène. Il n'y a pas de nuages dans le ciel. Cela fait plusieurs mois qu'il n'y a de nuages nulle part dans le monde. Vous remarquez une jeune fille qui a du mal à respirer. Vous lui prêtez votre masque pour qu'elle puisse reprendre souffle. Puis quelqu'un crie soudain « Mettez-vous à l'abri !» Vous entendez alors un grand sifflement et vous voyez une sorte de force invisible qui arrache les arbres du sol et déplace les voitures qui sont garées. Vous vous cachez dans la maison la plus proche. Un vent glacial et puissant balaie le paysage.
Tous ces étranges phénomènes sont dus à l'atmosphère qui s'est inversée. Pour comprendre ce qui se passerait si l'atmosphère de la Terre changeait aussi radicalement, il faut d'abord comprendre ce qu'est une atmosphère. En termes simples, il s'agit d'une couverture d'air qui enveloppe notre planète. Elle nous réchauffe, nous protège et nous permet de respirer. L'atmosphère se compose de 5 couches principales: la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. La troposphère est la couche la plus lourde. Elle représente environ 80% de la masse totale de l'atmosphère. Les nuages, la poussière et les particules d'eau volent dans cette première couche. Elle contient plus d'oxygène que les autres couches et exerce sur nous la pression atmosphérique la plus forte. En fait, tout l'air qui nous entoure a un poids. Au niveau du sol, ce poids est d'environ 15 livres par pouce carré. L'air enveloppe tous les objets matériels, mais nous ne ressentons pas ces 15 livres par pouce carré, ou PSI, parce que notre pression interne est égale à cette valeur. L'air est dispersé dans l'atmosphère et sur le sol. Plus nous montons, plus la pression atmosphérique et les niveaux d'oxygène sont bas. Par exemple, les alpinistes, lors de l'ascension d'une haute montagne, utilisent des bouteilles d'oxygène pour permettre à leur corps de s'adapter au changement de l'air. Dans les avions, la pression est artificielle afin que les passagers se sentent à l'aise au décollage, à l'atterrissage et pendant toute la durée du vol. L'air le plus saturé et, en même temps, le plus lourd, se trouve donc dans la première couche. Mais dans une atmosphère inversée, elle serait la plus éloignée de nous. La couche suivante est la stratosphère. Elle joue le rôle de bouclier. La stratosphère est constituée d'ozone, qui absorbe la majeure partie du rayonnement solaire et l'empêche d'atteindre le sol. En d'autres termes, les rayons du soleil sont filtrés par la stratosphère. Ils perdent leurs propriétés nocives, et notre planète est réchauffée sans être menacée. Vient ensuite la mésosphère. C'est dans cette couche que les températures sont les plus basses. La pression atmosphérique y est faible, mais l'air est suffisamment dense pour brûler les météorites. La thermosphère suit la mésosphère. Elle est soumise aux rayons du soleil. La température y est d'environ 2000 degrés Celsius, soit près d'une fois et demie plus élevée que dans un volcan. La dernière couche est l'exosphère. C'est la dernière frontière de notre atmosphère. Après ça, c'est l'espace. La pression y est si faible que les molécules de gaz s'échappent et filent vers les étoiles lointaines. Voici donc comment les choses se passent dans une atmosphère ordinaire. Les rayons du soleil éclairent l'exosphère, où il ne se passe presque rien. Ils chauffent ensuite la thermosphère et traversent la mésosphère froide. La lumière du soleil se refroidit en traversant la couche d'ozone dans la stratosphère. Ensuite, ces rayons franchissent la couche la plus lourde et la plus dense, la troposphère, et atteignent le sol. Voyons maintenant comment tout cela fonctionnerait dans une atmosphère inversée. La troposphère, avec tous les nuages, l'eau et l'oxygène, s'élèverait vers le haut. Les rayons du soleil brûleraient toute l'humidité. Les nuages disparaîtraient du ciel. Ensuite, les rayons du soleil se refroidiraient légèrement en traversant la couche d'ozone. La stratosphère absorberait toutes les radiations. Les rayons traverseraient ensuite la mésosphère froide et atteindraient rapidement la surface de notre planète. La thermosphère et l'exosphère n'auraient pratiquement aucun effet sur les rayons. Si notre planète avait une atmosphère inversée, la sécheresse s'installerait à grande échelle. Tous les nuages de pluie se disperseraient dans les couches supérieures. Toute l'humidité de la Terre commencerait à s'évaporer et à s'accumuler dans l'exosphère et la thermosphère. Nous aurions alors une nouvelle troposphère. Elle serait remplie de gaz, de particules d'eau et de poussière. L'ancienne troposphère, qui se trouverait maintenant tout en haut, perdrait son poids et se transformerait en exosphère. Mais qu'adviendrait-il alors de l'oxygène ? Plus on monte, plus la pression diminue et moins il y a d'oxygène. Mais dans l'atmosphère inversée, il y aurait moins d'oxygène et moins de pression, plus près de la surface de la Terre. Au début, les gens auraient l'impression de se trouver sur le mont Everest. Beaucoup perdraient les connaissances ou seraient pris de violents vertiges. D'autres auraient de fortes migraines et se sentiraient mal à cause de la dilatation des vaisseaux sanguins. Mais qu'arriverait-il aux personnes qui ont l'habitude de grimper en haute montagne ? Elles s'adapteraient plus facilement. Toutes les autres en feraient de même, mais plus lentement. Et lorsque les gens se sentiraient à l'aise dans de telles conditions, ils commenceraient à en tirer profit. Nous ressentirions moins de résistance à l'air. Ce serait un peu comme le vide dans l'espace. Les voitures rouleraient de plus vite et consommeraient moins d'essence.
les gens créeraient des trains pouvant se déplacer à la vitesse du son. Nous serions moins fatigués quand il nous faudrait courir. Mais en même temps, les avions voleraient beaucoup plus lentement car ils devraient, eux, traverser d'épaisses couches d'air. Il ne pleuvrait pas longtemps et il ferait toujours beau. Au lieu d'avoir du mauvais temps, nous serions confrontés à des courants jets. Aujourd'hui, ces puissants vents glacés circulent dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ils soufflent sur le sommet du mont Everest et représentent un grave danger pour les alpinistes. Lorsque les rayons du soleil réchauffent l'air, celui-ci s'élève et rencontre des vents froids, qui poussent l'air chaud encore plus haut. Il se transforme alors en courant jet. Ce type de vent souffle à 112 km/h. Il peut facilement arracher un arbre ou des toits. Il nous faudrait construire des maisons et des abris solides pour survivre à cette calamité. Mais en fin de compte, la surface de la Terre se réchaufferait et pousserait les courants jets vers le haut. En d'autres termes, même si l'atmosphère se mettait sans dessus-dessous, tout reviendrait à sa place tôt ou tard. Cela se produira peut-être dans quelques centaines ou dans des millions d'années. Dans tous les cas, les lois de la physique et de la nature ramèneront notre planète à son état antérieur. Mais toutes les créatures vivantes ne vivront peut-être pas assez longtemps pour en être témoins. Mais que se passerait-il si l'atmosphère de la planète se retournait constamment? Il est peu probable que cela se produise sur Terre, mais il existe dans le système solaire un objet spatial dont l'atmosphère est inversée. Tous les éléments solides qui s'y trouvent s'évaporent et s'élèvent, tandis que l'atmosphère s'enfonce et devient plus dense. Ainsi, le sol et le ciel de ce corps spatial ne cessent de basculer. Cet étrange objet céleste est Pluton, l'ancienne planète. La distance moyenne entre Pluton et le Soleil est d'environ 5,8 milliards de kilomètres. L'orbite de Pluton est elliptique, c'est-à-dire ovale et inclinée par rapport à l'orbite des autres planètes. Lorsque Pluton se rapproche du Soleil, elle reçoit un peu de chaleur. Cette chaleur est alors suffisante pour transformer la glace de surface en gaz. Plus ce gaz s'élève, plus il se réchauffe. C'est assez étrange car sur Terre, c'est l'inverse. Plus l'air est haut, plus il est froid. Imaginez maintenant un monde qui n'a pas de surface solide, mais seulement une atmosphère. Il s'agit de Jupiter, la plus grande planète de notre système, et qui est constituée de gaz. Elle est composée à 90% d'hydrogène, les 10% restants étant essentiellement constitués d'hélium. Jupiter conserve tous ces gaz en son sein grâce à sa puissante force de gravité. Et plus ils sont proches du centre, plus leur concentration est importante. Si un énorme vaisseau spatial tentait d'atterrir à la surface de Jupiter, il lui faudrait beaucoup de temps pour atteindre le noyau de la planète. Mais en réalité, il lui serait impossible d'atteindre ce centre, car le poids des gaz environnants l'écraserait fatalement. Saturne a une structure similaire. La gravité des gaz de cette planète est si forte qu'elle fait tourner ses anneaux, qui sont constitués de morceaux de comètes et d'astéroïdes. Cette couverture d'air atmosphérique sur notre planète est idéale pour toutes les créatures vivantes. Depuis des millions d'années, l'évolution crée des organismes capables de s'adapter à ces conditions atmosphériques. Une bonne chose, n'est-ce pas? À quoi ressemblerait la Terre si elle avait vu le jour dans un autre système stellaire? J'ai fait quelques recherches pour toi afin de le savoir. Et ce que j'ai découvert s'est révélé étonnamment positif. Des tropiques chauds, des vents forts et des libellules géantes. Mais bon, je vais tout expliquer depuis le début. Entre 1995 et aujourd'hui, la NASA a découvert plus de 4100 planètes situées en dehors du système solaire. Malheureusement, la plupart d'entre elles sont soit des boules de glace comme Neptune, soit des géantes gazeuses comme Jupiter. Mais il y a quand même pas moins de 161 planètes semblables à notre Terre. Et l'une d'entre elles est très proche de nous, dans la constellation du Centaure. Il y a 3 étoiles dans cette constellation. Les 2 premières s'appellent Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Si tu vis dans l'hémisphère sud, tu les as probablement vues. Elles sont très brillantes. À cause de cela, on dirait qu'il ne s'agit que d'une seule grosse étoile. Elles tournent l'une autour de l'autre très lentement. Et puis, il y a une 3e étoile, pas très loin d'elle. Une minuscule naine rouge, Proxima Centauri. Elle a reçu son nom en raison de sa proximité avec notre Soleil. Cette étoile est la plus intéressante, alors parlons-en davantage.
Proxima Centauri se trouve à seulement 4,5 années-lumière de nous. Une année-lumière correspond à environ 9600 milliards de kilomètres. Ouais, si nous essayons de nous y rendre, notre voyage en navette spatiale nous prendrait un peu plus de 165 000 ans. Tu crois que c'est beaucoup? À l'échelle de l'univers, c'est un peu comme si tu allais de ton canapé jusqu'à ton réfrigérateur. Proxima Centauri est beaucoup plus légère et beaucoup plus petite que le Soleil. Elle est aussi 2 fois plus froide que notre astre, avec une température de 3000 Kelvin. C'est pourquoi nous ne pouvons pas la voir sans télescope. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle brûlera pendant des milliers de milliards d'années. Et tu n'as pas à t'inquiéter, elle ne dévorera pas ses éventuels futurs voisins comme notre propre Soleil. Et oui, l'exoplanète que j'évoquais plus tôt est située juste à côté de Proxima Centauri. Cette planète s'appelle Proxima b. Oui, je sais, les scientifiques se sont surpassés le jour où ils ont inventé tous ces noms. J'espère que tu ne t'en mêleras pas les pinceaux. Elle est légèrement plus grande et plus massive que notre Terre. Et elle est située dans la zone habitable de Proxima Centauri. Cela signifie qu'il peut y avoir de l'eau et même des micro-organismes là-bas. Oui, il est possible qu'un jour nous y trouvions la vie. Mais pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose de cette mystérieuse planète. C'est probablement une planète rocheuse, comme notre Terre, et elle doit donc avoir un paysage similaire. Mais ce n'est qu'une théorie. Qui sait quel genre de blingue l'univers est capable d'inventer? Ce serait dommage de faire un voyage de 165 000 ans juste pour tomber sur un gros morceau de glace ou quelque chose du même genre. Heureusement, nous n'aurons probablement pas à attendre aussi longtemps. Nos plus grands savants sont en train de développer une technologie qui nous permettra de nous déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. S'ils réussissent, nous pourrons atteindre Proxima b en seulement 20 ans. Mais trêve de bavardage, cette vidéo ne porte pas sur Proxima b. Elle porte sur ce qui serait arrivé si la vie était apparue non pas dans notre système solaire, mais dans Alpha Centauri. Et si nous gravitions autour de Proxima Centauri, ou des 2 autres étoiles? Alors maintenant, imaginons que la Terre ait remplacé Proxima b. Je vais appeler cette nouvelle planète la Nouvelle Terre. On dirait que moi non plus je ne suis pas super doué pour les noms. Tout d'abord, parlons de l'orbite. Cette nouvelle Terre doit être environ 25 fois plus proche de son étoile que Proxima b ne l'est. Sinon, il va y faire un froid inimaginable. Déplaçons donc la planète un peu plus près. Parfait. Une journée dure toujours 24 heures. Mais notre période orbitale est très élevée. Proxima b tourne autour de son étoile en 11 jours. Mais nous y arriverons en seulement 8 jours. Tu pourras fêter ton anniversaire toutes les semaines. Super, mais attends, il y a un petit problème. Tu vois, Proxima Centauri est une étoile éruptive. Cela signifie que, parfois, sans prévenir, elle projette des vents stellaires. Ces vents transportent tout un tas de particules ionisées, qui se déposent ensuite sur les planètes. Oui, notre Soleil lui aussi fait ça. Mais Proxima Centauri nous bombarde avec une puissance 2000 fois supérieure. Les niveaux de radiation sont donc hors normes, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont de champs magnétiques incroyablement robustes. Ils nous permettront d'avoir une atmosphère très épaisse et de nous protéger des coups de colère de Proxima Centauri. Mais maintenant, il va faire très chaud. Ou pas. Encore un problème. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment les planètes de Proxima Centauri gravitent autour d'elle. Et s'il s'avérait qu'elles sont en état de verrouillage gravitationnel comme notre Lune? Alors, une moitié de notre nouvelle Terre serait une poêle à frire, et l'autre moitié serait constituée de déserts glacés. Allez, ce n'est pas grave, nous nous installerons simplement quelque part au milieu. Je n'imaginais pas que je dirais ça un jour, mais il fera certainement doux au pôle Nord. Et si nous avons un peu de chance avec la rotation de notre planète, nous jouirons d'un climat tempéré et douillet. La moyenne sera d'environ 21 degrés et il n'y aura pas de températures extrêmes. Sur cette nouvelle Terre, nous disposerons de beaucoup plus d'eau. La météo y sera généralement assez folle, des vents très forts et des pluies dévastatrices qui pourront durer assez longtemps. Mais on pourra s'adapter. Les changements de température sont beaucoup plus perceptibles dans les montagnes. Tout comme sur Terre, plus tu montes, plus il fera froid. Sauf qu'il fera très froid ici, au sommet. Pour cette raison, il y aura des jungles au bas des montagnes et des collines et des déserts enneigés sur les sommets. Mais en général, ce sera presque comme sous les tropiques terriens. La flore y sera abondante. Les arbres seront peu élevés mais luxuriants. Notre atmosphère épaisse facilitera aussi le vol. Il y aura donc beaucoup de grands animaux volants. Par exemple, des libellules avec une envergure de 5 mètres. Passons à autre chose.
Le ciel y sera beaucoup plus clair que sur Terre et très nuageux. Parfois, il aura l'air complètement blanc. Mais le ciel étoilé y sera magnifique et lumineux. Imagine 4 soleils. Le principal, ce sera Proxima Centauri. Nous pourrons également voir les étoiles Alpha Centauri A et B qui seront très brillantes. Et enfin, notre bon vieux soleil, une superbe étoile lointaine. Allez, je t'autorise à verser une larme pour notre vieille Terre. Il y aura quelques planètes près de nous, comme Proxima Centauri C. L'étoile haute est entourée de 2 ceintures de poussière cosmique. Tu auras donc droit à de splendides panoramas nocturnes. Au final, nous aurons donc une planète un peu folle, mais magnifique et verdoyante. Personnellement, j'accepterais d'y emménager dès le mois prochain. Et toi, qu'en dis-tu? Partage ton avis dans les commentaires. Très bien, maintenant nous savons ce qui serait arrivé si notre Terre avait vu le jour près de Proxima Centauri. Mais si elle était apparue autour des 2 autres étoiles? Malheureusement, il nous serait impossible de tourner autour de 2 étoiles en même temps. Les scientifiques pensent qu'il y a une planète qui saute d'une orbite à l'autre entre Alpha Centauri A et B. Mais elle est probablement très froide. Choisissons donc Alpha Centauri A. Tout comme sur la nouvelle Terre, les températures moyennes y seraient d'environ 21 degrés. Mais les variations de température seraient assez importantes. Elles passeraient de moins 73 degrés au pôle sud à 45 degrés à l'équateur. Près du nord, il ferait donc plutôt bon vivre. Une journée durerait toujours 24 heures et la période orbitale serait d'1 an et 1 mois. Ce serait plus ou moins pareil près d'Alpha Centauri B, mais la période orbitale y serait d'environ 6 mois. Les autres conditions y seraient très similaires à celles de la Terre. Les changements de saison ne seraient presque pas perceptibles. Les températures ne changeraient pas beaucoup non plus. Où que nous nous installions, l'étoile voisine serait bien visible, mais nous ne verrions probablement pas Proxima Centauri. Et c'est à peu près tout. Bien sûr, tout cela suppose des conditions parfaites. Tout comme sur Terre, le moindre changement, qu'il s'agisse d'une atmosphère trop ténue ou d'une plus grande distance par rapport à l'étoile, et tout tombe à l'eau. Nous avons donc eu énormément de chance avec notre Terre. Mais les possibilités de découvrir une planète habitable sont très élevées. Au minimum, il y a 15 millions de planètes dans notre univers où nous pourrions trouver de la vie. Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottant, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel, et leurs mâchoires tombent d'incrédulité. Le soleil est devenu 2 fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tache lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés, et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil, ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable. Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la 2e planète en partant du Soleil, de jumelle maléfique de notre Terre, car elle est si chaude et inhospitalière qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloigné du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence.
L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière. Et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps. Si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelés, soit asséchés en raison de la perte de leur source, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter et sa surface est gazeuse, donc les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tout sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est, et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil. Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, ils retiendraient de plus en plus la chaleur du Soleil, créant des nuages épais et tourbillonnant dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées. Celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torrides.
Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil, et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer, tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchers de soleil. Donc finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Sur notre bonne vieille planète Terre, l'eau est littéralement partout, non seulement dans les océans et les mers, mais aussi dans l'atmosphère, dans le sol et même dans nos corps. Elle recouvre pas moins de 71% de la surface de la planète. Notre globe aurait tout aussi bien pu s'appeler EU au lieu de Terre. Mais ce que se passerait-il si l'eau et la Terre étaient interparties de manière égale? Si la moitié de la planète était constituée de terre et l'autre moitié d'eau, nous allons voir ça. Tout d'abord, expliquons ce que nous entendons par « de manière égale ». Malgré tout ce que nous avons dit précédemment, il n'y a en fait pas tant d'eau que ça sur notre planète. Et non, si tu en faisais une seule goutte géante, elle serait légèrement plus grande que les États-Unis. Et toute cette eau ne représenterait que 0,02% de la masse totale de la Terre. Il s'avère donc que toutes ces horribles profondeurs océaniques inexplorées ne sont en fait pas grand-chose. Maintenant, imagine que nous modifions la composition de notre planète en nivelant le volume d'eau et de terre. Que se passerait-il alors? Nous aurions alors une planète océan assez effrayante. Cette planète ressemblerait à un océan sans fin. Tu aurais peu de chances d'y trouver ne serait-ce qu'une ou deux petites îles. Et si tu en trouvais, elles seraient probablement au sommet d'énormes montagnes sous-marines. Ce monde serait pratiquement inhabitable. Depuis sa surface, tu ne pourrais pas voir le soleil ou quoi que ce soit d'autre dans le ciel. Tu ne saurais pas quelle heure il est, ni où tu te trouves exactement. Tout cela à cause du brouillard et des nuages incroyablement épais. Ce genre de conditions météorologiques serait permanent sur une telle planète. De plus, tu ne saurais même pas où l'eau commence et où le brouillard se termine, car le taux d'humidité serait extrêmement élevé. Mais pourrait-il y avoir encore de la vie? Peut-être à l'intérieur de l'océan lui-même? Malheureusement, c'est également très peu probable. Tu vois, pour atteindre le fond de cet océan, il te faudrait nager verticalement, non pas pendant plusieurs heures, mais pendant plusieurs jours. Et même après un tel voyage, tu ne verrais pas encore le fond. L'océan ne serait pas sans fond, bien sûr, mais le plancher serait principalement constitué de glace très dure et impénétrable, pas le type de glace auquel nous sommes habitués. Cette glace serait différente. Il en existe différents types, appelés glace vie, etc. En général, ces types de glace ne sont pas aussi froides que la glace ordinaire et ne fondent pas même à des températures très élevées. Et il n'y aurait presque pas d'algues, ni d'autres plantes. Les poissons n'auraient donc tout simplement rien à manger. C'est pourquoi si la vie apparaissait sur une telle planète, ce serait un miracle. Les animaux devraient résister à une pression de plus de 20 000 atmosphères terrestres. Les monstres les plus terrifiants de la fosse des Mariannes ne seraient rien en comparaison des créatures que tu trouverais sur cette planète océan. Mais est-ce que nous, les humains, pourrions y vivre? Eh bien, théoriquement, oui. Mais ce serait extrêmement difficile. Nous pourrions créer quelque chose comme des stations sous-marines géantes, mais nous aurions encore des milliers de problèmes. Où trouver de la nourriture et d'autres ressources? Comment réparer les choses? Etc. Ce serait donc loin d'être idéal. Nous savons donc maintenant qu'une planète océan n'a rien de très plaisant. Y a-t-il une autre option?
Que se passerait-il si la surface de la Terre était composée de 50% d'eau et de 50% de terre? Pour que cela se produise, il faudrait réduire la quantité d'eau actuelle de 71% à environ 50%. Le niveau de la mer baisserait d'environ 3 km, et environ un quart de notre planète deviendrait de la terre ferme. Bien que cela semble peu, les conséquences seraient désastreuses. À l'heure actuelle, la Terre compte 5 océans interconnectés: Atlantique, Indien, Pacifique, Austral et Arctique. Mais si nous abaissions le niveau de la mer, tous ces océans disparaîtraient tout simplement. Ils se transformeraient en réservoirs et en mers fermées et distincts. Et tous les continents fusionneraient en une masse terrestre géante. Ce serait presque comme si on avait échangé la terre et l'eau. Et au début, cela semblerait plutôt cool. Tu pourrais littéralement faire le tour du monde à pied. Cependant, la quantité de terre que tu aurais à parcourir augmenterait également. Chaque continent de la planète s'agrandirait. Tout ce nouveau territoire serait à peu près égal à la superficie actuelle de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Nord réunies. Une énorme somme d'espace inutilisé. Mais que trouverait-on sur ces nouveaux territoires? La plupart d'entre eux seraient plutôt plats. Mais là où il y avait autrefois des océans profonds, tu verrais de vastes couloirs et des crevasses abruptes. Autre chose d'assez cool, la plupart des villes englouties remonteraient à la surface. Et non, malheureusement, nous ne trouverions pas l'Atlantide parmi elles. Mais il y aurait encore beaucoup d'autres endroits sympas. Par exemple, l'ancienne ville romaine de Baïe, qui, selon les légendes, était à la base un paradis sur Terre avec toutes ses villas et jardins luxueux. Ou Héraclion, la ville qui s'est enfoncée sous la mer il y a des milliers d'années et qui a longtemps été considérée comme un mythe. Alors oui, nous pourrions aller visiter tous ces lieux anciens. Mais bien sûr, tout ne serait pas que plaisir et divertissement dans un tel monde. En raison d'une perte d'eau aussi importante, les courants océaniques seraient perturbés, et cela entraînerait de très graves problèmes climatiques. L'océan absorbe la chaleur émise par le soleil. Grâce au courant, cette chaleur est répartie sur toute la Terre, ce qui crée un climat stable et agréable. Mais si ces courants étaient perturbés, les températures sur Terre deviendraient plus extrêmes. Il ferait beaucoup plus chaud près de l'équateur et encore plus froid autour des pôles nord et sud. Et malheureusement, la glace de l'Antarctique ne nous sauverait pas. Ce serait plutôt le contraire. Les régions autour des pôles nord et sud s'assécheraient complètement, se transformant essentiellement en déserts secs et froids. En plus de la chaleur, l'eau absorbe le dioxyde de carbone présent dans l'air. Et comme les océans ne pourraient plus l'absorber, ce gaz commencerait à s'accumuler dans l'atmosphère. Cet excès toxique recouvrirait toute la planète. Les températures moyennes augmenteraient et le globe entier commencerait à s'assécher lentement. D'immenses feux de forêt se déclencheraient et ainsi de suite. Ça te rappelle quelque chose? Pour aggraver les choses, il n'y aurait rien pour éteindre ces incendies, car évidemment, les pluies ne peuvent pas se former à partir de rien. Alors oui, les niveaux de précipitation chuteraient, ce qui entraînerait de dangereuses sécheresses. Nous aurions un tas de nouveaux déserts sur tous les continents. Malgré tous ces nouveaux territoires, il est peu probable que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, y construire de nouvelles villes et de nouveaux villages. Beaucoup de ces territoires seraient inhabitables, non seulement parce que de nombreuses forêts et plantes disparaîtraient, mais aussi parce que la plupart des animaux migreraient vers des endroits plus agréables. Par conséquent, nous aurions beaucoup de mal à trouver de la nourriture. Ainsi, toute la vie sur notre planète, les plantes, les animaux et les hommes, devrait s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Ils seraient obligés d'évoluer rapidement et de s'habituer à la pénurie d'eau. Les animaux, par exemple, pourraient voir leur taille diminuer à cause de cela. Beaucoup d'entre eux, en raison du manque d'herbe et d'humidité, passeraient à un régime strictement carnivore. Et bien sûr, nous devrions dire adieu à l'énorme abondance de la vie marine. De nombreux poissons disparaîtraient à jamais. Les humains, très probablement, feraient un grand saut évolutif, en arrière. Non seulement parce que nous perdrions un grand nombre de ressources et que nous nous déplacerions vers de nouveaux territoires, mais aussi parce que nous perdrions l'accès à l'une des sources d'énergie les plus importantes au monde, les centrales hydroélectriques. Sans électricité, de nombreuses usines cesseraient de fonctionner. Cela provoquerait malheureusement une crise à grande échelle pour toute la population. Ainsi, la proportion actuelle d'eau et de terre est la meilleure formule possible. S'il y avait trop ou trop peu d'eau, les conséquences seraient terribles. C'est pourquoi nous devons à tout prix protéger les conditions actuelles.
Fatigué d'attendre la colonisation? La Terre te semble bien trop ennuyeuse avec tous ses problèmes et ses moustiques. Eh bien, rassure-toi, tu vas pouvoir prendre les choses en main et construire ta propre planète. Mais avant de tendre la main vers la colle cosmique et les paillettes, tu dois examiner 2 ou 3 choses. Notre grand projet de bricolage commence maintenant. D'abord, nous devons trouver le bon endroit. Les planètes doivent toutes tourner autour d'une étoile, n'est-ce pas? Dans un buffet cosmique, chaque étoile a sa propre saveur. Pour que les choses soient bien en ordre, les astronomes utilisent un système de classification stellaire. Les étoiles massives sont les divas du cosmos. Elles sont énormes, brillantes et se font toujours remarquer. Mais tout n'est pas toujours rose. Elles ont une courte durée de vie et s'éteignent rapidement comme des bougies. Elles ont aussi une gravité énorme, alors fais attention à ce qu'elles n'aspirent pas ta planète. Les étoiles naines, en revanche, sont peut-être petites, mais elles compensent par leur endurance. Elles peuvent brûler pendant des billions d'années, ce qui signifie que leurs planètes ont largement le temps de développer des formes de vie. Les étoiles super chaudes sont bleues ou blanches, tandis que les étoiles froides sont généralement rouges ou oranges. Oui, on croirait que ce serait l'inverse, mais c'est comme ça. Alors, que choisir? Eh bien, les planètes proches des étoiles bleues et blanches pourraient vite se faire frire comme des nuggets de poulet. En revanche, avec les étoiles rouges, notre planète pourrait se transformer en une boule de glace. Si c'est ce que tu préfères, alors fonce, mais tu peux toujours choisir un juste milieu. Une étoile jaune comme notre Soleil, par exemple, ni trop froide, ni trop chaude, juste ce qu'il faut. Maintenant que tu as choisi ton étoile, commençons à construire la planète. Le cœur de la planète est son noyau. Il crée un champ magnétique, une force invisible qui protège la planète des rayons cosmiques et des particules chargées. Sans ce champ, la planète se ferait griller par les radiations de l'étoile comme un hamburger bien cuit. Mais le champ magnétique n'est pas toujours une force positive. Sur certaines planètes, comme Jupiter, il est si fort qu'il crée des ceintures de radiation super intenses et des conditions météorologiques complètement folles. Si tu espérais utiliser une boussole pour t'orienter, c'est raté. Le champ magnétique ferait tourner son aiguille comme un danseur qui a bu trop de café. Ainsi, en choisissant un noyau léger, ta planète sera moins bien protégée contre les radiations, comme quand tu bronzes sans crème solaire. D'un autre côté, les noyaux plus gros peuvent se générer plus de chaleur, ce qui peut entraîner une plus grande activité volcanique et de tremblements de terre. La meilleure option est un noyau de taille moyenne composé principalement de fer et de nickel. Cela éloignera les éléments nuisibles sans transformer ta planète en patate chaude cosmique. Une fois notre cœur en place, nous pouvons passer à l'étape suivante. Les planètes sont comme des oignons. Elles ont des couches. La plupart des planètes ont 3 couches principales, le noyau, la croûte et le manteau. Le noyau est la farce, comme nous l'avons déjà expliqué. Le manteau est comme une couche de caramel chaude et gluante entre la croûte et le noyau. Et la croûte est comme une fine couche de glaçage sur un gâteau planétaire. Mais toutes les planètes ne sont pas construites de la même façon. Nous avons donc des tonnes d'options. Tout d'abord, nous avons les géantes gazeuses, les mastodontes de l'univers. Dans notre système solaire, ce sont Jupiter et Saturne. Elles n'ont pas de croûte du tout. Ce sont en fait d'énormes boules de gaz, composées d'hydrogène et d'hélium, d'où leur nom. Ensuite, nous avons les géantes de glace, Uranus et Neptune. Elles sont comme les sœurs plus jeunes et plus froides des géantes gazeuses. Ces planètes n'ont pas vraiment de surface solide, mais ce n'est pas non plus du gaz pur. Elles sont composées de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Il y a aussi des mondes océaniques. Et non, ils ne sont pas faits d'eau pure. Ils ont bien une surface solide, mais elle est située si profondément et l'océan à leur surface est si grand qu'ils ressemblent un peu à des gouttes d'eau géantes. Enfin, nous avons les planètes terrestres, comme la Terre. Elles sont principalement composées de roches et de métal. Ces planètes ont une surface sur laquelle on peut se tenir debout et s'accompagnent généralement de tout un tas de minéraux sympas. Et n'oublions pas les planètes naines, petites mais puissantes.
Pluton est probablement la plus célèbre, mais il y en a d'autres dans notre système solaire. Eris, Cérès, Oméa, et ainsi de suite. Ce sont des petites frappes qui essaient toujours de prouver leur valeur, mais qui n'arrivent jamais à devenir des planètes à part entière. Quel type de planète préfères-tu? Les géantes gazeuses sont probablement les plus cool avec leurs dimensions énormes, leurs vents fous et leurs éclairs effrayants. Nous devons aussi créer une atmosphère. C'est la couche extérieure d'une planète qui joue un rôle immense dans son climat et sa météo. C'est l'ultime protecteur de la planète. Savais-tu que 90 à 95% des météores brûlent dans l'atmosphère terrestre? Imagine ce qui se passerait si ce n'était pas le cas. Les atmosphères denses et brumeuses, comme celles que l'on trouve sur Vénus, sont faites d'épaisses couches de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique. En d'autres termes, ce n'est pas une planète, mais un four. Tu pourrais facilement y faire cuire une pizza, mais elle ne serait pas très bonne. Et tu te ferais cuire toi-même. Ensuite, nous avons des atmosphères fines et vaporeuses, comme sur Mars. La fine couche de dioxyde de carbone fait que sa pression de surface représente environ 1% de celle de la Terre. Sur de telles planètes, tu pourrais voler comme un super-héros avec un bon réacteur dorsal. Et puis, il y a les atmosphères mixtes, comme celle de la Terre. Les couches d'azote, d'oxygène et d'autres gaz créent les conditions parfaites pour la vie telle que nous la connaissons. C'est aussi là que nous profitons des journées ensoleillées, des arcs-en-ciel et, bien sûr, de l'eau. Et enfin, les atmosphères plus exotiques. Tu les trouveras sur des planètes comme Neptune, où les couches d'hydrogène, d'hélium et de méthane créent un monde bleu qui ressemble à une bille géante. Ces planètes sont super bizarres, et donc parfaites pour les bâtisseurs de mondes les plus créatifs. Presque terminé. La dernière question est la suivante. Voudrais-tu que ta planète abrite de la vie? Dans ce cas, tu dois tenir compte de certaines choses. Par exemple, elle doit être située dans la zone habitable. Il s'agit de l'endroit idéal autour d'une étoile où les conditions sont réunies pour qu'il y ait de l'eau liquide à la surface. Il faut que ta planète ne soit ni trop proche, ni trop éloignée de son astre. Et n'oublie pas les températures. Par exemple, il te faudra une bonne quantité d'oxygène pour que ta planète soit agréable et chaude, mais pas trop pour éviter que tout ne s'enflamme spontanément. Bien sûr, il faut un peu d'eau, mais pas trop non plus. Et un climat stable. Tu ne voudrais pas que ta planète subisse des variations extrêmes de température ou d'humidité? Ça l'amènerait tout droit à l'extinction. Ah, et son orbite doit être stable afin qu'aucun événement astronomique majeur ne vienne perturber les choses. Comme tu peux le constater, tout ça est extrêmement délicat. Pas étonnant qu'on n'ait pas encore rencontré de vie extraterrestre. Enfin, maintenant que nous avons fini de sélectionner toutes ces options, comment pouvons-nous la construire? La terraformation, ça te dit quelque chose? C'est lorsque nous modifions délibérément l'atmosphère, la température et d'autres conditions pour rendre une planète habitable pour les humains et d'autres formes de vie terrestre. Par exemple, nous pourrions libérer des gaz à effet de serre sur Mars pour la réchauffer et épaissir son atmosphère. Mais c'est un peu comme essayer d'améliorer un personnage de jeu vidéo monstrueux et plutôt empoté. Et si on construisait tout ça à partir de rien? Ça a l'air d'être une idée de science-fiction. Mais peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons le faire en utilisant l'impression 3D à grande échelle ou la nanotechnologie. Nous créerons la structure de base, puis nous ajouterons toutes les conditions nécessaires au développement de la vie. Bien sûr, tout cela reste purement théorique. Mais si la création artificielle d'une planète est encore loin de nos capacités, nos scientifiques et auteurs de science-fiction étudient de nombreuses idées et concepts très intéressants. Nous aurons peut-être un jour toutes les cartes en main pour créer de nouveaux mondes.